Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, je peux dire à toutes. C'est bien. Comme quoi. Donc je voulais vous présenter une proposition de loi transpartisane pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel. Pourquoi transpartisane? Tout simplement parce que je compte bien faire en sorte que cette loi soit adoptée. Soit sous la forme de loi, j'y viendrai tout à l'heure, soit sous la forme éventuellement d'amendement sur la loi qui est passée il y a peu au Sénat et qui devait revenir à l'Assemblée, et que pour qu'une proposition de loi passe à l'Assemblée, il y a deux solutions. Soit elle est présentée dans une niche parlementaire, de temps en temps il y a des propositions de loi dans une niche qui sont adoptées parce qu'elles sont considérées comme répondant à l'intérêt général. Mais l'autre solution, et c'est celle que pour ma part je tente, c'est une proposition de loi via les semaines de l'Assemblée, il y en a plusieurs dans l'année, où là il faut des textes transpartisans. Qui dit texte transpartisan signifie que l'initiateur de la loi, en l'occurrence moi, très bien, voilà un autre signataire, l'initiateur de la loi, bien rejoins-moi, puisse revendiquer au moins 10 députés du camp d'en face, on va dire entre guillemets. Donc c'est le cas de cette proposition de loi, puisque nous sommes presque 90 signataires, donc la plupart majoritairement venant des groupes de gauche, mais il y a plus d'une dizaine de députés qui sont soit de LR comme Xavier Breton, Corentin Le Fur, soit du bloc macroniste Renaissance comme Liliana Tanguy, Stéphane Mazard, Stéphane Buchou, soit Modem comme Ludovic Mendes, Emmanuel Mandon, Jimmy Pain, soit Horizon comme François Jolivet, j'oublie aussi Yann Boucard. Donc le reste des députés vient des groupes de gauche. Bien, donc cette proposition de loi, elle m'est venue pour une bonne raison, c'est que je suis député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, qui est un club célèbre, un des plus vieux clubs français, qui est le Red Star. Et ce club a été racheté il y a quelques années par un fonds d'investissement pratiquant la multipropriété, qui s'appelle Seven Partners, qui a suscité à l'époque une résistance de la part des supporters du Red Star, assez engagés en général sur certaines visions du football, et qui ont estimé qu'en plus c'était dangereux pour le club à court terme, tout simplement parce que derrière le fonds d'investissement, il y avait des sommes d'argent, de l'argent qui n'était pas très très clair, et que ce fonds d'investissement ne paraissait pas très solide. L'histoire leur a donné raison, puisqu'il a fait faillite l'an dernier. Et de fil en aiguille, avec les supporters de Red Star qui ont été très partie intégrante de cette loi, on a réfléchi à lutter contre les dérives du vecteur principal, on va dire, de la financiarisation spéculative dans le foot, qui est la multipropriété. Alors vous le savez, la multipropriété, elle est interdite en France entre des clubs français. Le problème que nous avons maintenant, c'est que elle est par contre tolérée et même autorisée à partir du moment où c'est une chaîne multipropriété qui est au niveau européen. Bien. Donc c'est bien de cela qu'il s'agit dans cette loi, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un club français ne puisse pas appartenir à un multipropriétaire qui par ailleurs a d'autres clubs en Europe. Premier élément sur la multipropriété, parce que certaines personnes me disent oui, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que ce que vous dites est utile, intéressant, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Bon, je dirais que c'est maintenant ou jamais, au contraire. D'abord parce que la multipropriété est un phénomène très récent, qui date de la fin des années 90. Et c'est un phénomène qui s'est amplifié évidemment avec ce que j'appelle la financiarisation du foot, et qui aujourd'hui concerne 10 clubs sur 19 en Ligue 1, 7 clubs sur 18 en Ligue 2, et à l'échelle européenne, plus d'un tiers des clubs. Donc si on n'arrête pas ça maintenant, il est fort probable qu'en réalité, ce qui aujourd'hui structure une partie du football, à l'avenir structure tout le football. C'est-à-dire qu'on puisse se retrouver avec 10, 15 multipropriétaires qui sont propriétaires de fait de la plupart des clubs ayant une quelconque importance au niveau européen et français.
Donc l'idée, c'est d'arrêter ça maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, et de le proposer à l'échelle française, non pas en se disant que ça ne va concerner que la France, mais en comptant sur le fait que l'exemplarité mise sur la table par la France puisse, au bout d'un moment, j'allais dire, essaimer en Europe, où on a d'autres modèles de football existants, hein, d'autres modèles de propriété existantes qui subsistent, avec d'ailleurs des résultats sportifs qui sont plutôt bons. L'Allemagne pratique le 50+1, c'est-à-dire que un financier ne peut pas être propriétaire d'un club allemand de manière majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a une entité sportive qui est toujours propriétaire, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les clubs allemands ne se portent pas si mal d'un point de vue sportif, y compris économique. Donc il est temps de proposer, j'allais dire, un contre-modèle par rapport à celui qui émerge. Donc, pourquoi interdire cette multipropriété à l'échelle, cette fois-ci, entre des clubs français et des clubs au niveau européen? D'abord parce qu'il y a un premier risque dans la multipropriété que je viens un peu de décrire, c'est que c'est le vecteur qui permet à des fonds d'investissement extérieurs au monde du football, donc qui n'ont pas, j'allais dire, une dimension patrimoniale, entrepreneuriale dans le football, d'investir avec tout, j'allais dire, le défaut certainement des fonds d'investissement, c'est-à-dire du court-termisme. On vient là parce que c'est rentable, et puis ça c'est dans le meilleur des cas. Il peut y avoir aussi des questions de blanchiment qui arrivent, et il y a des enquêtes qui existent, et puis on se retire quand tout d'un coup ce n'est plus rentable, et que sans se soucier quelque part de devenir sportif du club auquel on s'est associé. Donc ça c'est, j'allais dire, le premier critère, c'est le fait que ça permet de manière trop importante, et encore une fois avec à certains moments ce qui peut s'apparenter à des bulles spéculatives, à des investisseurs extérieurs au monde du football de venir, de rester peu de temps, de repartir et de laisser au club le nez dans le gazon, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, c'est la première raison qui existe. Alors j'allais ajouter, liée à cette première raison, parce qu'on me dit souvent aussi, oui d'accord, mais aujourd'hui, si vous supprimez la multipropriété, mes collègues, venez à côté de moi, hein, puisque non, vous ne voulez pas? Bon. En tout cas, vous pourrez répondre aux questions, je compte sur vous, et même intervenir si vous le souhaitez. Donc, on dit souvent, bon, la multipropriété, ça sauve des clubs. Alors, oui, c'est vrai qu'en partie, ça peut sauver à court terme des clubs, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, en tout cas, cette proposition de loi n'est pas rétroactive, mais c'est souvent, je l'ai dit, à court terme, et par contre, ça peut aussi empêcher, j'allais dire, d'autres types de sponsors de venir s'adosser au club. Bon, on a tous en tête la manière dont restait structuré le football professionnel français pendant très longtemps, c'est-à-dire avec, par exemple, des sponsors, moi je pense à Casino avec Saint-Étienne, je pense à Peugeot avec Sochaux, etc., où vous aviez, j'allais dire, une dimension patrimoniale, territoriale, où pour le sponsor, l'idée n'était pas seulement de rentabilité financière, mais il était aussi de s'associer à l'image d'un club. Bon, il est vrai, et je pense aussi aux collectivités, il est vrai qu'à partir du moment où vous avez comme ça un modèle structurant qui arrive avec des partenaires financiers qui peuvent mener même beaucoup d'argent à court terme, ça peut faire peur finalement à ces autres sponsors qui se disent bah, qu'est-ce que j'ai à faire dans un sport qui ne me concerne plus, qui est plus peut-être au bout d'un moment un spectacle, une compétition sportive. Donc moi je pense que de manière structurelle la chose n'est pas bénéfique à moyen et long terme. La deuxième chose, c'est le risque de vampirisation, ce que j'ai appelé une vassalisation de certains clubs, et en l'occurrence, c'est souvent les clubs français. Parce qu'à quelques exceptions près, peut-être une qui est Lens, et la plupart du temps, les clubs français qui sont dans une chaîne de multipropriété ne sont jamais, entre parenthèses, en haut de l'échelle. C'est plutôt un club qui est en situation de vassalité. Bon. Et donc qui, là, se retrouve, entre guillemets, à servir un club majeur, donc avec ce risque de vampirisation. Bon, je crois que l'épisode qui vient d'y avoir lieu, auquel, si je ne me trompe pas, les supporters de Red Star, hier, ont mis une banderole à ce sujet-là, c'est Strasbourg, se retrouve dans cette situation-là, et y compris avec le capitaine de Strasbourg qui a expliqué que son avenir était déjà l'an prochain au club anglais de Chelsea, qui est donc le club leader de la société Blueco, une compagnie. Et donc, on voit bien que là, on a un risque pour les clubs français de se retrouver comme ça, vassalisés. Avec un autre risque qui est, j'allais dire,
dire, presque contradictoire avec l'esprit du football, c'est ce que j'appelle la calcification de hiérarchie. C'est-à-dire que on se souvient tous, enfin moi en tout cas, parce que j'ai un certain âge maintenant, qu'il arrivait dans les années 70-80, moi je pense à Bastia, par exemple 77 dans la Coupe de l'UEFA, vous aviez des clubs qui tout d'un coup étaient là où on ne les attendait pas, se retrouvaient propulsés. On peut arriver au bout d'un moment, si la multipropriété devient la règle absolue, à ce que ça soit plus possible. Tout simplement parce que vous aurez une telle calcification des hiérarchies que, comme c'est malheureusement en train de devenir, c'est toujours les mêmes clubs qu'on retrouve chaque année avec peu de surprises. Or, la surprise, je vais y venir tout à l'heure, me semble être un des éléments structurants d'une compétition sportive quelle qu'elle soit. Et puis, dernier point, il y a aussi, à terme, des risques d'entente ou de soupçons d'entente, évidemment, entre des clubs qui pourraient être amenés à être sur les mêmes compétitions. Alors on a eu le cas, parce que théoriquement c'est interdit, mais sauf que l'UEFA l'a autorisé, de Strasbourg, de Toulouse FC, de l'AC Milan, qui appartiennent au même fonds d'investissement, qui ont fait la même compétition européenne. On voit bien que là, rien ne nous prémunit, à partir du moment où c'est la dimension financière qui prédomine, sur le risque dans l'avenir qu'il y ait ce genre d'entente qui évidemment là encore dénaturerait le caractère du football. Bien. Donc pour arriver à légiférer, notamment à faire en sorte que les problématiques de droit européen ou de droit de propriété ne surpassent pas cette question, on a institué un principe dans cette PPL qui est le principe d'aléa sportif, qui figurait ainsi parmi les principes généraux de l'article L101 du Code du sport, et qui permettrait la reconnaissance d'un patrimoine sportif commun, d'un intérêt général de la discipline, pour reprendre une des expressions du rapport du Sénat qui a donné lieu à la proposition de loi dont je parlais tout à l'heure et que je vais réévoquer, et qui permettrait, j'allais dire, de figer l'idée que ce qui contrevient à l'aléa sportif est finalement impossible. Et on voit bien, pour les raisons que j'ai expliquées, que la multipropriété en fait partie. Donc c'est le principe qu'on institue, et par ailleurs la loi est assez simple puisque, je vous l'ai dit, elle empêcherait la multipropriété pour un club au niveau français, au niveau européen. Elle augmenterait les sanctions. Aujourd'hui, très franchement, les sanctions existent, mais elles sont pécuniaires, donc ça pourrait aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement, et une interdiction de participer aux compétitions. Et puis, autre fait important, elle donnerait plus de pouvoir à la DNCG. Alors une DNCG sûrement qui mérite d'être réformée, ça c'est clair, mais qui se verrait justement obligée quelque part d'appliquer ce régime étendu d'interdiction et de contrôle du sérieux financier du projet, y compris en étant saisie par les supporters de clubs ou les collectivités locales si nécessaire. Voilà donc la proposition de loi que nous sommes environ 90 députés à proposer. Je reviens pour finir cette introduction avant de répondre à vos questions, sur la manière dont on compte la faire passer. Donc je le répète, notamment pour les journalistes qui viennent d'arriver, soit c'est par une proposition de loi soumise à la conférence des présidents qui décide de quelles propositions de loi transpartisanes sont retenues pour la semaine de l'Assemblée, donc ça pourrait être une semaine de l'Assemblée fin 2025, début 2026 par exemple. Et puis une autre solution que je proposerais à mes collègues co-signataires, ça pourrait être de faire des amendements communs à la loi qui est passée au Sénat, qui devait revenir à l'Assemblée. Bon, mais là, comme vous le savez, le calendrier est un peu perturbé, mais bien finir par revenir, et qui pourrait du coup, parce que en l'occurrence, je trouve que ce qu'on propose là est plutôt complémentaire de la proposition de loi sur le Sénat, qui pourrait la compléter utilement. Et à mon avis, moi je le crois, il y a une majorité disponible à l'Assemblée pour aller dans ce sens-là, d'après tous les échos que j'ai, encore une fois, et ce qu'il prouve, c'est le caractère totalement transpartisan des signataires de cette proposition. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si mes collègues voulaient rajouter quelque chose. Non ? Il y en a non plus ? Non ? Bon. Enfin, vous avez en tout cas sachez-le après, vous avez 3 collègues qui sont ici, qui sont co-signataires de cette loi. Voilà, je veux bien répondre. Combien de co-signataires pour le moment ? Écoutez, j'avais un nom, mais il n'est pas bon. Je pense qu'on doit être 90, parce que j'avais une liste, et puis elle n'est pas exhaustive, donc je pense qu'on est 90. Parce que par exemple, j'avais pas noté Nicolas Sansu, qui m'a dit qu'il était signataire. Voilà, donc on doit être 90. Par contre, sur le dossier que vous allez avoir, je pense que vous avez tous les députés, par contre, membres du socle commun. Voilà.
Vous n'avez pas tous les députés qu'il faudra que j'actualise, issus des 4 groupes de gauche. Et donc c'est du socle commun et des 4 groupes de gauche. Oui. Il y a des DR ou... Non. Ça n'a pas été proposé à cause de non. ADR. Non. Et pas ni au RN. Ni au RN, ni au DR. Non. Ça, c'est moi qui ai pris cette responsabilité. Voilà. Si vous avez des questions. Non, j'ai été. Allez-y, allez-y. Je me présente beaucoup de choses. Alors, ça fait une petite question pour vous par rapport justement à votre proposition de loi, mais c'est déjà peut-être une discussion très détaillée. Est-ce qu'à l'avenir, vous avez pu peut-être échanger avec vos confrères et consoeurs du Parlement européen pour essayer de faire grossir cette loi, la globaliser à l'échelle européenne? Vous avez des liens, peut-être des contacts à l'UEFA notamment? Non. Non, vous m'avez parlé du Parlement européen. Oui, et de l'UEFA, c'est 2 questions différentes. Alors, c'est 2 questions différentes. Parce que je ne sais pas si on l'a fait, mais sinon on pourra vous le transmettre. On a auditionné beaucoup de monde. D'accord parce qu'en fait, pour tout vous dire, vous savez qu'il y a eu une dissolution. Voilà. Et donc, c'est un peu ralenti entre le moment où on a commencé cette proposition de loi et le moment où on la sort. Parce que sinon, elle aurait pu sortir avant. Et de mémoire, on a dû auditionner une 30aine de personnes. Donc, il y a des clubs, par exemple, des clubs comme Rodez, des clubs comme Sochaux, des clubs comme Lens, qui est un peu un contre-exemple par rapport à ce que je disais, parce que lui, il est dans une chaîne de multipropriété qui ne correspond pas vraiment à ce que je viens de caractériser, mais bon, une exception ne fait pas la règle générale, mais aussi des économistes du sport, des avocats, des fiscalistes, et nous avons évidemment auditionné le président de la fédération de foot, nous avons auditionné des gens de la Ligue, et nous avons auditionné, je crois, des spécialistes, alors l'UEFA non, mais en tout cas nous avons auditionné des instances internationales, y compris, j'ai oublié, des supporters. Donc on a auditionné pas mal de monde, y compris à l'échelle européenne, d'où la proposition de loi, y compris des gens qui ne sont pas pour. Je ne vais pas vous le cacher que du côté de la Ligue professionnelle, on n'est pas spécialement pour cette proposition. J'ai senti peut-être du côté de la Fédé un peu plus d'ouverture. J'ai cru même voir, il n'y a pas très longtemps, de la part de M. Diallo, l'évoquer dans un interview là-dessus. Donc je pense que c'est des choses qui peuvent avancer. Mais non, au niveau. Par contre, j'ai dialogué évidemment avec les sénateurs, par contre, oui, mais pas au niveau du Parlement européen. Mais c'est une bonne idée, puisque l'idée, c'est pas de faire quelque chose de franco-français, c'est qu'on ouvre une voie. Voilà. Michel Castro, pour médias terrain ou presque. Vous avez dit la loi elle n'est pas rétroactive, donc elle ne s'applique pas à des clubs comme actuellement Strasbourg ou d'autres. Mais est-ce qu'à long terme, il y aura quand même des sanctions? Est-ce que leurs structures multipropriétaires seront poussées vers la sortie? Non. Enfin, c'est pas le. Moi, j'ai fait une proposition. En tout cas, je pense que si je mettais ça dans cette proposition, ça peut discuter. J'aurais pas des signatures transpartisanes, parce que pour aller vite, dans tous les signataires, chacun est conscient qu'il ne faut pas que ça devienne le modèle dominant du foot. Voilà, c'est un coup d'arrêt qu'il faut faire, mais que entre ça et mettre en danger à l'instant T des clubs, il y a un écart qui n'aurait pas. La proposition ne pourrait pas être sur la table. Donc non. Voilà. J'ai bien peur, malheureusement, que, y compris dans le cas de Strasbourg, ça s'avère inopérant assez rapidement, mais ça ne viendra pas de notre fait. D'ailleurs, je pense que les problèmes ne vont pas tarder. Je voulais juste rajouter quelque chose avant les autres questions, mais par rapport à ce que vous avez dit. Moi, au cours de la proposition de loi, mais là c'était, je vais dire, ça m'aurait embarqué sur quelque chose de trop long, et là encore, j'aurais peut-être pas eu entre guillemets, le succès que j'ai eu, qui d'ailleurs, entre parenthèses, je voulais quand même rendre hommage à l'équipe, elle n'est plus très opérante, mais à l'équipe de foot de l'Assemblée nationale, parce que je vois bien, mais c'est vrai que pas mal de signataires viennent, y compris dans la transpartisane de cette équipe, comme quoi il y a quelque chose qui nous a bien réunis, on ne joue plus assez. Mais il y a une autre idée qui est venue, qui est à mon avis explorée. Là, il y a le côté, j'allais dire, entre parenthèses, en interdiction. Mais il faudrait sûrement réfléchir aussi à ce qui pourrait permettre de promouvoir un autre modèle. Moi, j'ai pas mal parlé avec les clubs de Rodez et autres là-dessus, et c'est vrai que l'idée de promouvoir des clubs qui présentent justement un modèle différent, basé sur à la fois une part d'actionnariat populaire, ça ne peut pas être tout pour un club,
mais une part de pouvoir de laisser aux supporters, une part de partenaires cherchés uniquement de manière territoriale avec des clubs, avec des donnants-donnants où ils s'inscrivent dans l'idée d'un club comme un patrimoine commun. Je pense que c'est à encourager. Ça pourrait être encouragé, par exemple, on pourrait imaginer dans des avantages fiscaux. Enfin, là, j'ouvre la voie, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Parce que c'est à partir du moment où, pour répondre à la question de tout à l'heure, à partir du moment où on fragilise éventuellement le football en empêchant ça, faut-il encore présenter un modèle qui permette de prendre le relais ? Vous l'avez compris, cette proposition de loi ne vise pas à interdire le football professionnel, loin de là, au contraire. Mais d'avoir un autre modèle de foot qui ne correspondrait peut-être pas à des modèles de clubs, j'allais dire type Paris Saint-Germain et autres, mais qui pourrait correspondre à tout ce qui fait la richesse du football français, c'est-à-dire ces clubs qu'on connaît depuis des dizaines d'années, qui sont inscrits dans un territoire et qui doivent pouvoir répondre à un autre modèle, quoi. Oui. J'aimerais savoir si vous avez déjà eu des contacts avec les présidents de clubs du top 5 de Ligue 1. Est-ce que vous avez aussi des contacts avec le président de la Ligue de foot professionnelle? Oui, on les a auditionnés. Qu'est-ce qu'ils pensent de votre... Pas très bien, pas vraiment du bien de ce côté-là. Voilà. Alors c'était pas le président, parce qu'en plus ça a changé de président depuis, mais c'était des représentants. Non, pas du bien. Ils pensent que, en gros, pour aller vite, la réponse est assez claire. Ils estiment que le football professionnel aujourd'hui français est fragile. Ils ont bien raison. Mais d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'est pas fragile à cause de cette PPL. Il est fragile, justement, peut-être y compris à cause de la manière dont se structure le football professionnel aujourd'hui, et qu'ils ont peur que ça le fragilise encore plus. Bon, moi, je ne le pense pas. Donc là-dessus, c'est des débats qui existent. D'autres questions ? Ah oui, mais venez, sans rire, pour les photos, ça serait bien aussi. Il y en a bien. T'es sûr ? Oui, non, par rapport à ce que vous évoquiez, Pierrick Courbon, député de la Loire à Saint-Étienne, j'étais ce matin avec les représentants de Foot Uni, l'association des employeurs du football professionnel. On a évoqué effectivement le sujet, et c'est un euphémisme de dire qu'ils ne sont pas d'un grand enthousiasme vis-à-vis de ce texte, mais plus que le sujet en lui-même, ce qui les inquiète, c'est finalement le fait qu'on puisse pénaliser le foot français par rapport à ce qui se passe en Europe. Et là, Eric l'a très bien dit, l'idée, c'est vraiment d'amorcer une dynamique qui pourrait faire boule de neige, puisqu'il existe un certain nombre d'autres modèles. Tu as parlé de l'Allemagne, et donc c'est pas de faire une spécificité du foot français par volonté, on va dire, gauloise, mais c'est simplement de lancer une dynamique par rapport à quelque chose qui transcende pour le coup les frontières françaises. Quand tu parles de la validité, on va dire la sincérité des compétitions, c'est aussi valable dans d'autres pays européens. Donc ils y sont sensibles. Donc ce qui les inquiète plus, c'est qu'on a du mal à aller au-delà des frontières hexagonales que le sujet en lui-même. Oui. Plutôt que de risquer de fragiliser, est-ce que vous ne craignez pas non plus que vous risquez plutôt d'accélérer les projets de ligue fermée mais ça, les grands clubs? Très franchement. Ils vont dire, puisqu'ils sont en train de vouloir nous réglementer, il faut qu'on s'auto-organise. Voilà, ma réponse, c'est qu'ils ne nous ont pas attendus pour ça, vous remarquerez. C'est plutôt le fait que ça ne soit pas réglementé qui fait qu'ils accélèrent. Alors c'est clair que là, on est dans un modèle complètement différent. On est dans un modèle qui, vous l'avez vu avec le pouvoir notamment qu'on donne à la DNCG, encore une fois réformé, mais la DNCG, c'est plutôt le fait de continuer à faire en sorte que les fédérations sportives, les organisations internationales du football prédominent par rapport à des ligues fermées. Voilà, c'est un modèle complètement opposé. Mais je ne crois pas qu'ils aient besoin de nous pour essayer d'y songer, d'accélérer. Mais il y a peut-être un peu une course de vitesse d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai quand même compris que du côté de la Fédé, on n'est pas favorable aux clubs fermés, aux ligues fermées, c'est pour ça que moi je pense que un jour on va venir là-dessus. C'est-à-dire que je ne vois pas comment, si on laisse faire, dans 10 ans, vous avez 10 grands propriétaires et puis c'est terminé. Et là, par contre, la ligue fermée, elle sera évidente. Pour les mêmes raisons qu'elle risque de se faire. C'est que le risque de l'aléa sportive pour des investisseurs,
qui compte sur... c'est le fait que vous ayez des compétitions où vous puissiez ne plus être présent selon vos résultats dans le championnat. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui sont insupportables pour un financier qui vise à court terme. Et non, quelque part, c'est un peu le miroir du capitalisme. Est-ce qu'on a quelque chose qui est basé sur un côté entrepreneurial, patrimonial, qui vise à moyen et long terme, ou alors est-ce qu'on a quelque chose de basé sur le court-termisme et qui, pour le coup, alors là, est contradictoire, parce que vous remarquez que là-dedans, on met une exception sportive, en fait, avec cette Andrea, et qui rappelle un peu l'exception culturelle. Donc, il y a des domaines dans lesquels c'est totalement contradictoire, et nous, on pense que le sport est quelque chose d'important. C'est pas justement, on y tient parce qu'on pense que c'est important dans l'émancipation, c'est important c'est aussi important que la culture, quelque part. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Donc, voilà pourquoi on essaie de prendre ça de vitesse. Oui, s'il vous plaît. Dernière petite question pour moi, Valentin Mercato, juste pour vous dire, est-ce que vous avez essayé de distinguer différents types de Oui. Notamment au cas du Paris FC, avec l'arrivée de la Red Bull, mais il y a quand même l'arrivée de la famille Arnaud, donc quand même grande famille française qui est arrivée dedans. Est-ce que c'est pour vous voyez ça d'un œil similaire à la situation notamment de Strasbourg? Alors, attendez. On distingue deux choses. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. On distingue la multipropriété de club qui correspond à une situation dans laquelle une partie exerce le contrôle et ou une influence notable sur plusieurs clubs de football. Ça, c'est la définition de l'article L122-7 du Code du sport. Et puis, l'investissement multiclub qui correspond à une situation dans laquelle une partie a un intérêt financier dans plusieurs clubs sans exercer ni contrôle ni influence. On distingue les deux. On parle de la première. Bon, ça, c'est déjà une première réponse parce qu'il ne s'agit pas de dire que quelqu'un qui a 10% d'un club ne puisse... Mais c'est quelqu'un qui possède en réalité le pouvoir dans le club, dans plusieurs clubs. Donc ça, c'est ma réponse. Après, est-ce qu'on distingue selon la qualité du multipropriétaire? Bon, je vois que vous avez une estime de Bernard Arnault, ça c'est très subjectif. Mais c'était une joke. Mais je veux dire, c'est compliqué. C'est-à-dire, à partir du moment où on fait une règle, quoi. Donc j'aurais du mal. C'est ce que je vous ai dit. Par exemple, j'ai cité un autre club, le RC Lens. Moi, je les ai même interrogés. C'est quelque chose qui fonctionne, honnêtement. Mais là, on a affaire à un multipropriétaire un peu spécifique. Lens étant... voilà, mais c'est difficile de légiférer différemment selon la tête du client, on va dire. Parce que de manière globale, par contre, c'est pas ça qui prédomine dans le modèle de la multipropriété. Et peut-être d'ailleurs que pour des gens qui aujourd'hui pratiquent la multipropriété, mais peut-être avec un objectif, on va dire justement plutôt patrimonial, le fait de pouvoir investir sur plusieurs clubs sera peut-être une porte de sortie possible. Hein. Voilà. Oui. Question un peu bête peut-être, mais dans l'objet exposé, vous mentionnez 10 clubs sur 19 en Ligue 1 et 7 clubs sur 18 en Ligue 2 qui sont concernés par les cas de multipropriété. Pourquoi 19 en Ligue 1 et pas 18 10 sur 19, c'est une erreur. Ouais, c'était avant. C'était 20. Ouais, c'est les chiffres. Et ça date, l'exposé date un peu. De quand? Avant la dissolution. Bon, enfin. Je vois que vous êtes attentif. Vous avez exposé la manière dont vous voudriez faire passer cette loi. Est-ce que vous avez l'idée d'un calendrier? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que, enfin moi en tout cas, on va le tenter. Ouais. Je vais tenter de... Alors, je l'ai fait une fois, mais alors, pour tout vous dire, la proposition a été remaniée. Pas sur le fond, elle ne change pas. Simplement, les supporters de Red Star avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec quelques critiques, et ils étaient, à mon avis, légitimes. Donc la proposition a été remaniée. Bien. Avec les mêmes signataires, d'ailleurs tout le monde l'a signé. Donc là, l'idée, c'est de passer en conférence des présidents. Alors, pour tout vous dire comment ça se passe, il y a des propositions qui sont faites, et puis les groupes votent. J'espère qu'à un moment donné, je compte sur mes collègues du socle commun pour vous aider là-dessus, à un moment donné, celle-ci va passer et se retrouvera à la semaine de l'Assemblée. Donc, vu le calendrier parlementaire, alors, en imaginant que la législature actuelle continue, moi, je pense qu'il y a vu le texte et je trouve qu'il y a des bons retours. J'espère qu'en fin 2025 ou en 2026, on arrive à le passer. Donc voilà, je vous ai répondu. Sinon, après, il sera trop tard parce que, quoi qu'il arrive, il y aura bien à un moment donné le fait qu'il y aura de nouvelles élections. Donc voilà. Après, il y a une autre possibilité, je l'ai dit, c'est la loi qui devait revenir fin septembre
à l'Assemblée, qui a été au Sénat. Et les deux ne sont pas contradictoires. On peut agir sous forme d'amendement. En tout cas, moi, j'ai pas la réponse là, donc je ne vais pas m'engager pour mes collègues, mais je leur proposerais bien qu'on fasse des amendements communs là-dessus. Voilà. Sauf qu'elle n'est pas transpartisane. Ah si. Celle du Sénat. Celle du Sénat. Elle est pas transpartisane dans les signataires, mais elle a été adoptée à l'unanimité, voilà, moins une voix au Sénat, donc ça peut être un véhicule a priori potentiellement consensuel pour faire passer d'autres sujets qui sont aussi largement partagés. Donc y compris des LR. Oui, puisque la loi Lafont-Savin est portée par des LR. Voilà. Et nous, il y a des LR, oui, bien sûr. Je les ai donnés tout à l'heure. Donc, en dehors, Liliana Tanguy, qui représentait elle seule le socle commun ici, je la remercie, et qui représente d'ailleurs autre chose, qui représente une des rares femmes qui a signé le texte aussi, il faut le dire. Mais il y a du côté LR, c'est-à-dire il y a Xavier Breton, qui est quand même vice-président de l'Assemblée. Vous avez Yann Boucard, vous avez Corentin Le Fur, vous avez un quatrième qui se cache. Il y en a un quatrième qui se cache. Enfin, il y en a un quatrième. Corentin Le Fur. Non, il y en a trois. Corentin Le Fur, il y a Xavier Breton et donc Yann Boucard. Voilà. Vous avez d'autres questions ou ça vous va? Ok. Très bien. merci. Merci Carlos Martin Bilongo. Merci Liliana Tanguy. Et merci à toi de votre présence. Et les autres étaient tout à fait partants. Ils n'étaient pas disponibles aujourd'hui, mais c'est en aucun cas un signe de prise à distance avec la PPL.